Fidèles téléspectateurs, merci de suivre cette rétrospective. Joseph Kabila Kabange a séjourné la semaine qui s'achève à Tshikapa, chef-lieu de la province du Kasaï. Une itinérance pour pacifier la province, mais aussi pour la fournir des infrastructures modernes afin de booster son développement. Clôture session parlementaire de mars 2017 ce jeudi 15 juin dans les deux chambres. Si la loi des finances exercée 2017 a été adoptée à l'Assemblée nationale comme au Sénat, cette session ordinaire s'est clôturée sans l'adoption du projet de loi sur le Conseil national de suivi de l'accord. Et enfin, les élèves finalistes du secondaire débutent les épreuves d'examen d'État ce 19 juin sur tout le territoire national. 4 jours durant, ils vont être évalués sur la culture générale, les sciences, les langues et enfin les cours d'option. Bonne chance à nos finalistes. Après 3 jours passés dans la nouvelle province du Kasaï, précisément à Tshikapa, son chef-lieu, Joseph Kabila est de retour à Kinshasa depuis ce mercredi 14 juin. À la différence de Kananga au Kasaï central et Mbujima au Kasaï oriental, où le chef de l'État a précédemment séjourné, Joseph Kabila a visité une province du Kasaï aux réalités très contrastées. À l'unanimité, toutes les délégations des forces vives qu'il a reçues lui ont reconnu le mérite d'avoir permis à ce que leur province soit créée. Tous lui ont aussi reconnu le programme de modernisation qui a permis à ce que leur province soit connectée par route asphaltée aux provinces de l'Ouest à travers le pont Luangue. À ces réalisations s'ajoutent des infrastructures telles que la fourniture de l'électricité 24 heures sur 24 grâce à l'initiative privée des nationaux et d'étrangers, la construction et la mise en service par le chef de l'État d'un centre moderne de captage, de traitement et de distribution d'eau de la Régie des eaux. Par ailleurs, le président de la République a saisi cette occasion pour interpeller la population locale et la conscientiser sur sa responsabilité première d'être l'artisan de son propre devenir. Joseph Kabila a surtout stigmatisé l'irresponsabilité du peuple kassaïen qui s'est laissé embarquer dans les entreprises avilissantes qui n'ont eu pour effet que de ralentir le développement de la province. Le chef de l'État faisait justement allusion au phénomène Kamina Sampou. Il a également interpellé ses interlocuteurs de cesser les pratiques xénophobes à l'égard des autres peuples qui vivent au Kasaï. Joseph Kabila a même promis des sanctions sévères aux instigateurs de cette pratique. Pour la consolidation de la paix et la concorde intercommunautaire, Joseph Kabila a annoncé avant la fin du mois de juin la tenue d'une conférence sur la paix et le développement de toutes les provinces de l'espace kassaïen. Il y a lieu de noter que la population du Kasaï a accompagné le chef de l'État tout au long de son séjour. C'est donc par route que le chef de l'État a regagné Kinshasa comme il en était parti. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a inauguré ce mercredi 14 juin 2017 l'usine de captage, traitement et distribution d'eau à Tshikapa. La construction de cette infrastructure ultramoderne de la Régie des eaux a débuté en 2012 sur un financement de la Banque africaine de développement avec une enveloppe de 64 millions de dollars américains. Sa mise en service va permettre à terme de desservir toute la ville de Tshikapa en eau potable grâce à une capacité journalière de 50 000 mètres cubes de production d'eau potable. Pour l'heure, il est question d'élargir le réseau de la tuyauterie pour pouvoir atteindre toute la population. Jusque-là, en effet, la Régie des eaux et sa petite infrastructure à faible capacité ne desservaient que quelques privilégiés par instance. La mise en service de cette usine a été frénétiquement saluée par la population venue nombreuse pour vivre l'événement. Également présent, toute la notabilité du Kasaï rangée derrière le gouverneur Manyanga. Le ministre national de l'énergie, Ingele Ifoto, était également présent à cette inauguration. Pour l'heure, le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, a quitté la ville de Tshikapa juste après cette inauguration. La nouvelle société civile du Congo accompagne le chef de l'État Joseph Kabila dans le processus de pacification de l'espace kassaïen. Selon son coordonnateur Jonas Tchombela, les efforts qu'effectue le gouvernement de la République pour le retour de la paix dans cette partie du pays méritent d'être salués. Il a aussi ajouté que les auteurs des crimes doivent être punis conformément à la loi et que les victimes soient rétablies dans leurs droits. L'effort que le gouvernement a tenté de faire, c'est pourquoi nous saluons l'action de la pacification de la partie de la République. Nous avons vu le vice-premier ministre Chadari
allés sur place à plusieurs reprises. Nous sommes en train de voir le président de la République aller à plusieurs reprises. Ce que nous on attend, c'est de retomber de leur va-et-vient sur cette partie en termes de paix, en termes de stabilité, en termes de résolution de conflits qui se posent sur cette question, sur cet espace de la République, pour que tous ensemble, nous puissions rejoindre nos vrais ennemis et combattre nos vrais ennemis. C'est le chômage, c'est la faim, c'est le sous-emploi, c'est le manque d'électricité, c'est l'accès à l'eau potable. Voilà nos vrais ennemis. Nous ne pouvons pas affronter ces vrais ennemis-là dans cet espace-là, dans ces conditions-là. Donc, l'effort qui est entrefait, nous continuons à le saluer et nous pensons l'amplifier. Voilà pourquoi d'ailleurs je compte rencontrer le vice-premier ministre Chadari dans les jours à venir pour quand même qu'on voit à côté de ces efforts-là, est-ce qu'il y a encore quelque chose que nous aussi on peut faire qui peut amener la paix. Donc, tous ceux qui concourent pour rechercher la paix dans cet espace, non seulement dans le Kasaï, mais aussi à Béni, mais aussi ailleurs, là où il y a des poches de résistance, nous devons sécuriser notre pays. Nous n'en avons pas deux, il est le seul pays, c'est notre seul bien supérieur. Il faut alors tout faire pour que la paix revienne dans cette partie de la République. Donc l'effort qui est en train d'être fait ne doit pas aussi occulter ni cacher l'impunité, parce qu'il y a des gens qui ont posé des actes, nous voulons le voir être punis en règle, en respectant aussi leurs droits. Dans le respect de leurs droits, on doit les punir conformément à la loi de la République dans la matière, de telle manière que les victimes aussi, il faut les rétablir dans leurs droits. Ça aussi, ça fait partie des mesures de sécurité qui doivent accompagner l'action au-delà de tout ce qu'on peut voir en termes de spectaculaire. Jonas Tchombela a par ailleurs appelé toute la population à soutenir toute initiative qui vise à la pacification effective de la RDC, avant d'ajouter que personne n'a intérêt de verser le sang des Congolais à cause des intérêts égoïstes. Le vice-premier ministre au ministre belge des Affaires étrangères, Didier Reynders, est accusé d'être derrière la plainte contre le ministre congolais de la Justice, Alexis Thambwe Mwamba. Cette affirmation est signée Lambert Mende Omalanga, ministre congolais de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement. Invité de la radio-télévision belge francophone RTBF, Lambert Mende a ouvertement pointé du doigt le chef de la diplomatie belge d'être à la manœuvre. Selon le ministre RD congolais, Didier Reynders semble avoir des problèmes avec un Congo autonome et avec un peuple autodéterminé à assumer sa destinée. Lambert Mende a par ailleurs défendu le ministre Thambwe, faisant remarquer que ce dernier n'a jamais été à la tête d'un mouvement rebelle. Le traitement de ce dossier par la justice belge est teinté d'une politisation qui se ressent à grande distance, a estimé le porte-parole du gouvernement. Il se demande également comment la victime a pu attendre tous ces temps, depuis 1999, jusqu'à ce moment où les relations entre la Belgique et la RDC sont tendues. Le ministre de la Communication et Médias a aussi dénoncé des sanctions européennes qui n'ont pour objectif que d'humilier et ridiculiser l'État congolais, et ce, dans le but de soutenir l'opposition congolaise, ou du moins une certaine opposition congolaise, a ajouté Lambert Mende Omalanga. Un couvre-feu a été décrété sur toute l'étendue du territoire et de la ville de Béni à dater de ce dimanche 11 juin, ce de 18h30 à l'aube. La décision a été prise par le gouverneur de la province du Nord Kivu, Julien Paluku, suite à l'évasion de 930 prisonniers sur le 966 de la prison centrale de Béni, Kambaï, le même dimanche 11 juin 2017. D'après Julien Paluku, ce couvre-feu permettra aux forces de l'ordre de mettre la main sur les évadés. Nous venons d'adopter au sein du comité restreint de sécurité, c'est de pouvoir annoncer le couvre-feu à partir de ce dimanche à 18h30 sur toute l'étendue du territoire de Béni et de la ville de Béni. Ce couvre-feu s'étend également sur la ville de Butembo. Donc à partir de 18h30 de ce dimanche, il n'y a pas de circulation de l'ensemble de la population. Seule l'armée et la police ont droit de circuler pour devoir maîtriser l'ennemi qui a fui à partir de 15h30 de cette ville de Béni. Cet acte terroriste qui vient de se passer mérite des mesures urgentes pour que nous puissions maîtriser cela. Il se de signaler que 8 éléments de la police commis à la garde de ce centre pénitentiaire ont été abattus par les assaillants non autrement identifiés. Les évadés étaient poursuivis
pour la plupart pour participation au mouvement insurrectionnel des ADF et des groupes armés Maïmaï, mais aussi des viols et vols à main armée dans la ville et territoire de Béni. Pendant ce temps, à Kinshasa, l'état-major du commissariat urbain du district de Mouamba, dans la commune de Matete, a été attaqué le même week-end. Une policière a été tuée alors que 4 autres ont été grièvement blessés et 3 détenus du parquet de grande instance de Matete se sont évadés. Du côté des assaillants, un seul a été tué. Ces évasions à répétition dans les prisons RD congolaises prouvent à suffisance le manque criant de dispositifs adéquats pour sécuriser les prisons. Après la prison de Makala à Kinshasa, Kolwezi dans la province de Lualaba et Kazangulu dans le Congo central, les autorités devront prendre des mesures idoines pour sécuriser les centres pénitentiaires de la RDC, par ricochet protéger la population congolaise. Une motion de défiance contre le ministre de la Justice, Alexis Thambwe Mwamba, déposée ce mardi à l'Assemblée nationale par les députés nationaux. L'auteur de la motion, le député de Béni au Nord Kivu, Paul Mohindo, exige des explications du ministre aux élus du peuple. Cette motion fait suite à la série des évasions spectaculaires enregistrées dans différentes prisons à travers la RDC. Selon les députés de l'opposition signataires de cette motion, le bilan de ces évasions fait 6500 prisonniers évadés, chose qui soulève les inquiétudes sur l'insécurité que peuvent causer ces bandits de grand chemin qui ont eu à franchir les grilles des prisons. Selon ces élus de l'opposition, 4000 prisonniers se sont évadés de la prison centrale de Kinshasa, plus d'une cinquantaine d'évadés au parquet de Matete, Kazangulu dans le Congo central, Kalemi et près de 932 de la prison de Béni au Nord Kivu. Sachez aussi que 20 prisonniers de la prison de Béni ont été retrouvés sur le 930 évadés. Face à ces évasions à répétition, certains élus exigent carrément la démission du ministre de la Justice, Alexis Thambwe Mwamba, question de préserver sa dignité. Plusieurs réactions se sont succédées après les différentes évasions dans les différentes prisons centrales de la République démocratique du Congo. Après les élus du peuple qui ont demandé la démission du ministre de la Justice, Alexis Thambwe Mwamba, c'est au tour de la nouvelle société civile congolaise d'emboîter les pas. Jonas Tchombela, son coordonnateur, estime que le ministre de la Justice a failli à sa mission régalienne de mettre les moyens adéquats pour protéger les centres pénitentiaires du pays, d'où sa démission serait un remède pour calmer les esprits. Dans tous ces cas, vous verrez que le ministre de la Justice s'organise pour punir le directeur de prison, alors que c'est lui-même qui est fautif, qui a mis sur place un dispositif qui ne répond pas aux attentes de cette communauté en matière de sécurité. Donc, à notre humble avis, nous avons une lecture extrêmement inquiétante et préoccupante de voir que le ministre de la Justice s'est fait une bonne conscience pour punir les autres, alors que c'est lui l'autorité politique qui donne l'orientation stratégique. À notre humble avis, il devra démissionner. Donc, sa démission contribuerait sensiblement à ce que la chose s'améliore parce que son successeur en tiendra compte. À ce stade, nous avons l'impression que le ministre de la Justice n'en tient pas compte. Nous sommes en train de réclamer sa démission. Ça fait partie des normes. Lorsqu'on échoue sur un domaine, sur sa compétence, il y a moyen d'en tirer les conséquences qui s'imposent pour bien recadrer les choses dans l'avenir. Donc, comme chez nous, on l'a vécu encore ici, avec l'affaire Tipuka, encore lui qui était le ministre du Transport à l'époque, il n'avait pas démissionné et les choses là sont restées pendantes. Nous ne pouvons pas continuer éternellement. L'impunité, c'est aussi cela. Donc, je pense que le gouvernement et le président de la République sont interpellés sur ces cas. Quant à la motion de défiance initiée par les députés nationaux pour déclencher la procédure de destitution du ministre Thambwe Mwamba, Jonas Tchombela n'y croit pas. Car, dit-il, aucune motion de défiance n'a abouti à l'Assemblée nationale. Mais par élégance politique, le ministre devrait de lui-même démissionner pour que le chef de l'État en nomme un autre. Et lorsque ça s'est passé à Kinshasa, quelles sont les mesures qui ont été prises pour que ça ne se passe pas à Kasangulu, à Kolwezi, que ça ne passe pas à Matete et que ça ne se passe pas à Béni? Ça suppose qu'il n'y a aucune mesure qui a été prise. Donc politiquement, il doit répondre. Il doit répondre comme l'acteur principal qui donne l'impulsion dans le centre du gouvernement. Donc il n'y a pas l'émotion là-dessus. Même la motion, moi je ne fais pas confiance aux députés parce que je ne crois pas que cette motion pourra amener à une solution efficace. Combien de ministres ont été interpellés, combien ont été punis? C'est un spectacle que nous vivons après, c'est fini.
Jonas Tchombela a indiqué en outre que ces évasions ternissent l'image de la RDC, avant d'ajouter que le président de la République, Joseph Kabila, devrait prendre ses responsabilités en destituant les ministres qui compromettent l'intégrité et la dignité de la République tout entière. Après ce vent de destitution qui a touché quelques gouverneurs de province, dont certains ont été réhabilités, c'est au tour du gouverneur du Sud Kivu, Marcelin Tshisambou, et tout son gouvernement qui sont visés par une motion de censure. Cette motion a été déposée le mercredi 14 juin dernier à l'Assemblée provinciale du Sud Kivu par le député Rugisha. Les députés initiateurs de cette motion de censure reprochent au gouvernement provincial le manque de gestion dans les affaires politiques, administratives, économiques, financières, mais aussi une mauvaise gestion du patrimoine provincial. Il faut noter que cette motion de censure est soutenue par près de 18 députés provinciaux qui ont décidé de s'attaquer au gouvernement provincial vu que ces derniers n'a pas été à la hauteur de ses attributions. Les élus provinciaux ont aussi signalé qu'aucun des ministres parmi tous ceux qui ont défilé dans cette partie du pays n'a tenu un discours convaincant dans le but de leur tirer d'affaire. Vu cette situation, ils estiment par ailleurs que Marcelin Tshisambou serait au-dessus du gouvernement central. Et à eux d'ajouter que si cette motion de censure n'aboutissait pas, cela prouvera à suffisance à l'ensemble de la population du Sud Kivu que leur démarche visait à apporter des changements dans la gestion de la province. Sinon, selon le règlement intérieur de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu, au cas où cette motion est acceptée, le gouverneur ne disposerait que de 48 heures pour présenter ses arguments de défense. C'est ce jeudi 15 juin 2017 que s'est clôturée la session parlementaire de mars 2017 sans l'adoption du projet de loi sur les conseils national de suivi de l'accord du 31 décembre. Alors que c'est depuis l'investiture du nouveau gouvernement que ce projet de loi sur le CNSA faisait partie intégrante de matières principales qui devaient être abordées au cours de cette session de mars. Les parlementaires et les sénateurs se sont plutôt penchés sur d'autres matières, laissant en suspens les traitements de la présidence du CNSA. Pourtant, dans son discours prononcé le 5 avril dernier, devant le 2 chambres du Parlement réunis en congrès, le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, avait demandé au Parlement d'adopter rapidement la loi organique sur le CNSA. Loin de répondre à cet appel, les députés ont du moins examiné le budget 2017 qui a été adopté par le Sénat dans sa version finale ce mercredi 14 juin 2017. Ces budgets tels que voté par le Sénat s'évalue à plus de 7 milliards de dollars américains. Sinon, c'est aussi lors de cette session que les élus nationaux ont investi le nouveau gouvernement dirigé par Bruno Tshibala. Ils ont également déposé des motions de défiance au bureau de la représentation nationale contre le ministre de l'Intérieur et celui de la Justice. Par ailleurs, l'adoption de la loi sur le CNSA demeure délicate vu qu'elle doit permettre la mise en place d'un comité de suivi du fonctionnement du nouveau gouvernement de transition et l'accord du 31 décembre 2016 signé par l'opposition et la majorité pour la gestion du pays jusqu'aux prochaines élections. Notons que la clôture de cette session parlementaire de mars ouvre le porte des vacances parlementaires qui dureront 3 mois d'affilée. Marchandage des jetons dans le bureau d'enrôlement des électeurs à Kinshasa, lenteur des agents de la CENI et insuffisance de matériel pour l'enrôlement. Voilà les quelques difficultés que rencontrent les Kinoises et Kinoises depuis le début du lancement de l'opération d'enrôlement des électeurs à Kinshasa le 28 mai 2017. D'après Jean-Baptiste Itipo, directeur de la communication de la CENI, les jetons permettent aux requérants de la carte d'électeur d'en acquérir une nouvelle selon l'ordre d'arrivée au centre. Il est donc strictement interdit de les donner moyennant quelques billets de banque. Lorsqu'on commence à travailler, on commence par exemple aujourd'hui, lundi malheureusement c'est réservé à l'administration, le mardi, on remet des jetons à ceux qui viennent. Et à la fin de la journée, lorsqu'on a clôturé, il y a encore des requérants dans la file d'attente, on leur donne des jetons. Ils n'ont pas été servis le mardi là, on leur donne des jetons pour qu'ils soient accueillis le jour suivant, le premier, au centre d'inscription. C'est ça la disposition mise en place par la CENI. Et la distribution des jetons et même l'entrée dans les centres d'inscription de la CENI est d'extrême gratuité. Isaiah Ofele. Donc, même tous les services que la CENI rend à la population congolaise, c'est d'une extrême gratuité que personne ne vous demande de l'argent. Et vous-même qui allez au centre d'inscription, ne tentez pas le personnel de la CENI qui est là. Si tout le monde pouvait respecter l'ordre d'arrivée, en tout cas, il y aura de l'ordre
Vous n'entendrez plus cette histoire de monnayage des jetons. Jean-Baptiste Itipo appelle cependant la population quinoise à dénoncer les personnels qui vendent les jetons pour que ce dernier soit expulsé du centre. Il invite à cet effet les Quinois à ne pas se rendre au centre avec une arme ou avec la boisson alcoolisée de peur de se voir arrêté. Pour le personnel par exemple, lorsque la tentative ou la corruption, l'action de corruption est avérée, l'une des sanctions, c'est de remplacer ces personnels-là. Mais il faudrait que la population dénonce cela de manière systématique, de manière à ce que l'on sache réellement qui a fait quoi. Parce qu'il ne faudrait pas, n'est-ce pas, accuser sans preuve. Et même le lecteur qui se rend au centre d'inscription, par exemple avec une arme ou avec une bouteille de boisson alcoolisée, tout cela est interdit dans la loi portant identification et enrôlement des électeurs. Parce que la loi dit le centre d'inscription, c'est non seulement le local qui abrite le centre d'inscription, mais aussi le périmètre de 5 mètres qui entoure le centre d'inscription. Et ce lieu-là est inviolable. Par ailleurs, le directeur de la communication de la centrale électorale a annoncé que plusieurs centres ont été ajoutés à Kinshasa depuis le week-end dernier, ce pour pallier à l'insuffisance des bureaux d'enrôlement. Hier et avant-hier, et même vendredi déjà, si vous étiez avec nous ici, il y a eu un grand mouvement de déploiement des kits au niveau de la ville de Kinshasa. S'enrôler et obtenir sa carte d'électeur est un devoir et voter est un droit pour tout citoyen. D'où tous les Quinois et Quinoises sont appelés à s'enrôler massivement pour élire les citoyens de leur choix aux prochaines échéances électorales. La date du 12 juin est consacrée à la journée mondiale contre le travail des enfants. En cette année 2017, le thème retenu est « Dans les conflits et les catastrophes, protégeant les enfants du travail des enfants ». Partant de cette considération, l'Organisation internationale du travail OIT mobilise à travers cette journée les gouvernements, les employeurs, les acteurs de la société civile et tant d'autres personnes concernées par la question à plaider pour la situation des enfants qui travaillent. Et ce, en réfléchissant sur les actions nécessaires afin de leur venir en aide. Alors qu'il est, selon les statistiques publiées par l'OIT, l'on compte une proportion importante, soit un chiffre de 168 millions d'enfants victimes du travail des enfants disséminés à travers le monde. Au plan national, le tableau est peu reluisant dans la mesure où certains enfants fréquentent l'école alors que d'autres errent malgré eux dans les rues. Ces derniers s'adonnent à des travaux qui leur privent de leur scolarité et les empêchent de jouir pleinement de leurs droits fondamentaux. Une situation qui doit interpeller les pouvoirs publics ainsi que les parents afin de trouver une issue favorable à cette question épineuse. Par ailleurs, l'OIT considère le travail des enfants comme étant une violation de droits fondamentaux de ces derniers. D'où penser à l'éradiquer est une priorité, estime cette organisation internationale. Sinon, pour l'Organisation internationale du travail, parvenir à éliminer le travail des enfants est l'un des grands objectifs à atteindre à l'horizon 2025. Le monde entier célèbre ce mardi 13 juin 2017 la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. Avançons avec un espoir renouvelé pour les droits des albinos, tel est le thème retenu pour cette année en République démocratique du Congo. Pour marquer cette commémoration, une cérémonie a été organisée sous les hauts patronages du président de la République, chef de l'État Joseph Kabila Kabange, dans la grande salle du centre culturel Boboto, dans la commune de La Gombe. Au menu de cette cérémonie, plusieurs allocutions prononcées non seulement par les membres du gouvernement, des membres des organisations internationales, mais aussi par les représentants des associations qui défendent les droits des personnes vivant avec l'albinisme. Cependant, tous ces discours ont tourné sur la lutte contre la discrimination dont sont victimes les albinos. Ce, tout en cherchant à se pencher sur les difficultés en vue de trouver d'éventuelles solutions. Pour Mwimba Texas, président de l'ONG des albinos, la RDC est un État modèle dans la gestion et l'encadrement des albinos. La République démocratique du Congo aujourd'hui c'est un pays modèle à ce qui concerne la considération et l'intégration de la personne vivant avec albinisme. Personne ne pourra me dire le contraire dans ce qui se passe dans d'autres pays frontaliers de la RDC, là où on coupe de tête des albinos, les corps des albinos mutilés, ce sont des cas isolés. Et ici chez nous, la raison pour laquelle nous disons merci beaucoup au chef de l'État et tout ce qui est en train de se passer là, c'est sous l'impulsion du chef de l'État.
Par ailleurs, les participants à cette cérémonie ont félicité les organisateurs pour cette initiative avant quelques déclamations de poèmes et théâtres présentés par les albinos. Le don de sang dans les situations d'urgence, tel est le thème retenu cette année 2017 dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale du donneur de sang ce mercredi 14 juin. À l'occasion de cette commémoration, le docteur Chouli Tchomba, directeur national adjoint du programme national de transfusion sanguine, a mis l'accent sur la volonté de servir et de donner son sang pour sauver des vies. Mais il a cependant indiqué qu'il n'y a que 36% de donneurs de sang enregistrés en ce jour sur le 100% attendu à Kinshasa. Un danger, vraiment un danger, puisque jusque-là, nous avons 36% des donneurs bénévoles de sang, alors qu'il nous est recommandé d'avoir au moins 80% des donneurs bénévoles de sang. Et je suis sûr que parmi nous 6 ici, je dois être le seul donneur bénévole de sang. Et vous, vous n'avez jamais donné. Et là, c'est grave. C'est une interpellation pour vous-même qu'il ne faut pas attendre cette urgence, il faut plutôt anticiper l'urgence. Donc déjà, stocker les sangs dans la banque, de telle sorte que quand il y a les besoins, on sait où prendre et tout de suite, on est satisfait par rapport à la demande, que de venir, on commence à tourner, à mener des membres de famille, 5 membres de famille, on ne sait pas qui va être compatible, qui va être du groupe, et tout ça c'est le temps perdu, c'est le risque de vie, un risque vital pour celui qui attend à être transfusé. Il faut noter que cette journée a pour objectif de sensibiliser le public sur l'importance de dons de sang qui naturellement constitue une occasion favorable pour réfléchir sur toutes les questions liées au sang, mais aussi une opportunité pour remercier tous les donneurs bénévoles dans le monde. Sur le plan national, cette célébration s'accompagne d'un slogan interpellateur à savoir « Donnez du sang, donnez maintenant et donnez souvent ». Un message bien compris par certains donneurs dont l'un lance un appel pressant à ceux qui hésitent encore de donner leur sang pour sauver des vies. En tout cas, il faut donner le sang parce qu'il y a des gens qui sont dans des hôpitaux, il y a des gens qui sont dans des sites, il y a la guerre, des blessés qui manquent de sang. Quand vous donnez le sang, ça vient ici, on va traiter les sangs là. Ça pourra aider, vous sauver des vies quand vous faites ça. Exemple, moi, je donne le sang. Ça fait déjà presque 8 ans déjà, 8 ans. Si donner bénévolement le sang permet de sauver des vies, il est important d'interpeller les gestionnaires de banques de sang sur l'accessibilité à ce don par tous et sans conditions excessives. C'est déjà pour ce lundi 19 juin la session ordinaire des épreuves d'examen d'État édition 2016-2017 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, mais aussi dans les centres hors frontières, conformément au calendrier scolaire de l'année finissante. Durant 4 jours, soit du 19 au 22 juin, les élèves finalistes du secondaire général seront évalués sur la culture générale, les sciences, les langues, mais aussi leurs cours d'option. Notez que chaque participant à ces épreuves nationales dans la capitale Kinshasa devra payer 22 000 francs comme frais de participation fixés par l'arrêté du gouverneur André Kimbuta Yango. Ces épreuves d'Exeta interviennent un mois après les hors-sessions d'Exeta 2016-2017 à laquelle 62 000 candidats finalistes étaient inscrits pour 1844 centres. Parmi ces centres, 3 étaient hors frontières dont Luanda et Cabinda en Angola et Zemio en République centrafricaine. Comme tous les concours, il y a des gagnants et des perdants. Ceux qui réussiront auront le choix d'aller à l'université ou pas, car tous ne sont pas censés faire les hautes études universitaires. Tandis que ceux qui seront recalés doivent se préparer à reprendre l'année scolaire prochaine. Cependant, la publication des résultats de l'examen d'État dans un temps record, un pari gagné pour l'État congolais, permet aux élèves de se préparer en conséquence. Le tout-puissant Mazembe et le Daring Club Motema Pembe ont remporté leur match de la 10e journée de la phase des playoffs du championnat national de football de la RDC Division 1. Les Corbeaux de Lubumbashi ont écrasé sur leur terrain Sanga Balende de Mujimai sur le score de 4-0. Trésor Mputu, Pato Kabangu et Ben Malango ont permis à Mazembe de surclasser son adversaire du jour. Avec cette victoire, le tout-puissant Mazembe prend la tête de cette phase des playoffs avec 21 points plus 11 goals average. De son côté, le Daring Club Motema Pembe a battu l'Ose Bukavu Dawa sur le score de 2-1
Un résultat qui permet au club de Kinshasa de totaliser également 21 points. Mais à cause de différences de buts, plus 10 bigots à virage, le DSMP occupe la deuxième place après le tout-puissant Mazembe. Ils sont suivis des Vita Club avec 18 points et le FC Renaissance du Congo avec 15 points. Par ailleurs, c'est le jeudi 15 juin que va débuter la 5e édition du Tour cycliste de la RDC à Goma, au Nord Kivu. Selon Papi Nyango, ministre des Sports et des Loisirs, cette édition, qui sera une vitrine de la RDC, est placée sous les signes de la concorde et de l'unité nationale. Le go sera lancé par le Premier ministre Bruno Tshibala, qui devra arriver dans les heures qui viennent à Goma. Place au rappel de titre de la semaine. Joseph Kabila Kabonge a séjourné la semaine qui s'achève à Tshikapa, chef-lieu de la province du Kasaï. Une itinérance pour pacifier la province, mais aussi pour la fournir des infrastructures modernes afin de booster son développement. Clôture session parlementaire de mars 2017 ce jeudi 15 juin dans les deux chambres. Si la loi des finances exercice 2017 a été adoptée à l'Assemblée nationale comme au Sénat, cette session ordinaire s'est clôturée sans l'adoption du projet de loi sur le Conseil national de suivi de l'accord. Et enfin, les élèves finalistes secondaires débutent les épreuves d'examen d'État ce 19 juin sur tout le territoire national. 4 jours durant, ils vont être évalués sur la culture générale, les sciences, les langues et enfin les cours d'options. Bonne chance à nos finalistes. Cette rétrospective est terminée. Merci de votre attention.